C'était en 1981, exactement. J'étais au collège et j'ai découvert grâce à un pote en fait, qui faisait beaucoup de tables de wargame, des choses comme ça. Et puis un jour, bah, il m'a fait découvrir en fait. Alors c'est ballot, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas 36 000 jeux de rôle qui existaient, donc ça a été du Donjon et Dragon. Donc on a commencé à faire des parties de Donjons et Dragons tous les deux. Lui masterisait et moi je jouais. Et puis notre petite table, c'est au fur et à mesure, comme on était au collège, bon ben on en a parlé. Puis on a réussi à faire une table de jeu où on jouait les week-ends. Donc ça a été mon premier, on va dire mon premier jeu de rôle. Mais je connaissais déjà un peu le jeu de rôle parce que je faisais beaucoup de. À l'époque, c'était la grande aventure du livre dont vous êtes le héros. Donc déjà, avec tout ce qu'avait fait Gallimard à l'époque, avec l'œil noir, etc., avec les livres dont vous êtes le héros, j'avais déjà un pied dedans, en fait, sans m'en apercevoir, quoi, en gros. Et puis ensuite, très rapidement, je me suis lassé d'être joueur, et j'étais mieux derrière le paravent, en fait. Donc je suis rapidement devenu meneur de jeu, en fait. Bah, j'étais complètement immergé dans mon personnage. Et alors je pourrais plus te dire lequel que c'était, mais tout ce que le meneur de jeu me décrivait, j'arrivais à le conceptualiser en fait dans mon imaginaire, quoi. Et alors j'étais jeune à l'époque, hein, je devais avoir 11 ans, un truc comme ça. Donc du coup, j'avais mon imaginaire qui s'est mis à travailler énormément. Mais bon, j'avais déjà un petit passé au niveau livre dont vous êtes le héros, donc déjà en lecture, je m'imaginais beaucoup les choses en fait. Et du coup, Ramsès, c'est fini, oui. Et du coup, voilà, j'étais vraiment ma première partie de jeu de rôle, ça a été, je ressentais vraiment, j'étais immergé dedans, quoi. Donc c'était génial. Et c'est ce petit moment, en fait, d'immersion dans le jeu que tout rôliste essaye de rechercher après sur d'autres tables. Voilà. Il y en a pas mal. J'ai un personnage qui me tenait à cœur sur une campagne de Néphilim où je jouais en fait un Néphilim. Et puis en ce moment, actuellement, c'est plus mon personnage d'enquêteur nain que je joue à Pathfinder que je trouve sympatoche, quoi. Après, j'ai pas de. Moi, mon souci, c'est que je me lasse assez rapidement en tant que joueur des personnages, puisque quand tu es meneur de jeu, tu incarnes une panel de PNJ en fait. Et du coup, quand tu te retrouves en tant que joueur sur un seul personnage, très rapidement, je m'en lasse en fait. Mais là, c'est pas le cas avec mon personnage de Tazul le nain. Ça va. Et puis, je joue sur Héros et Dragons si mon personnage de voleur est aussi sympathique. Mais ouais, en tant que meneur de jeu, des fois, on a du mal à garder en tête qu'un seul personnage quand on joue. Il faudrait que je joue en fait un personnage un petit peu des multiples personnalités. Voilà, schizophrène. Mais bon. C'est difficile, ça. C'est difficile. C'est difficile dans des systèmes de jeu d'avoir un personnage comme ça. Pour moi, être meneur de jeu, c'est donner du plaisir à mes joueurs. C'est-à-dire que j'ai le souci quand je fais une session de jeu, je veux que les gens s'amusent en fait et qu'ils passent une bonne soirée. Voilà. Donc pas forcément effectivement que ce soit du jeu de rôle du jeu sérieux. Moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs à ma table s'amusent et puis s'amusent en jouant. Voilà. Donc et puis être meneur, c'est faire découvrir des univers, c'est raconter des histoires, c'est être le grand-père au coin du feu qui raconte à ses petits-fils une petite histoire. C'est un peu ça, quoi. Et puis
et puis aussi, être meneur, c'est oui, ouais, faire découvrir, comme je l'ai dit, des univers différents, que les joueurs s'amusent, et que tout le monde passe une bonne soirée. Voilà, c'est un peu ça. Alors moi, je suis un MJ qu'on appelle un MJ bienveillant. Quand je rentre en campagne avec mes joueurs, je suis pas là pour, je suis pas là pour les tuer. Je suis là pour leur, effectivement, leur rendre la vie un peu plus dure. Mais je vais pas non plus sauver mes joueurs s'ils font des conneries. Mais je vais pas les tuer voilà, pour tuer pour le plaisir, quoi. Enfin, c'est pas le but d'un meneur de jeu, quoi. Le but du meneur de jeu, c'est de faire raconter des histoires et que les personnages les joueurs prennent plaisir dans leurs personnages et et voilà. Donc moi, je suis un MJ bienveillant. Donc je suis pas, je rentre généralement très peu en conflit avec mes joueurs. D'une part parce que au départ, quand je rentre en campagne, même si, alors ça, je le faisais beaucoup quand je faisais des tables aléatoires, mais je fais ce qu'on appelle un contrat social, avec des gens que je connais pas, parce qu'ils connaissent pas forcément ma façon de faire les choses. Moi, je les connais pas non plus, donc du coup, j'essaye de faire un contrat social entre les joueurs que je connais pas, et puis moi-même. Donc quand j'explique ça, parce que je fais beaucoup de, quand j'ai commencé le jeu de rôle virtuel, j'ai fait un petit peu. Bon, j'ai fait ça, on était dans les années 2012, 2011, même peut-être avant, je crois. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il y avait 2 forums qui existaient à l'époque. Il y avait Virtua JDR et puis JDR Virtuel. Donc, je me suis mis sur JDR Virtuel et puis j'ai commencé à proposer des tables de jeu. Donc, quand on est sur un forum et qu'on connaît pas les gens, bon, ben, on essaye de faire un petit contrat social pour voir déjà comment moi je suis en tant que meneur de jeu. Donc tu te présentes, etc. Tu dis voilà, moi je joue de telle façon, avec telle règle, etc. Alors là, ça vient dans mon contrat social. C'est-à-dire que le replay, je pousse pas mes joueurs à en faire s'ils veulent pas en faire. S'ils veulent en faire, libre à eux d'en faire. En tout cas, moi, j'interprète mes personnages. J'interprète les PNJ qu'ils rencontrent, etc. Donc moi, de toute façon, de mon côté, je fais du roleplay. Mais si je sens que la personne est réfractaire et me parle à la troisième personne, en disant mon personnage va faire ça, etc. Mon personnage dit ça, etc., etc. Bon là, je vais mettre à son niveau. Je vais pas incarner un personnage si la personne est en train de me répondre à la troisième personne. C'est pas possible. Donc du coup, je m'adapte en fait à la situation du roleplay qui est mis en place pour la scène en fait. Voilà. Donc le roleplay à ma table est pas obligatoire. C'est pas je pousse pas les gens à dire si tu viens à ma table c'est pour faire du roleplay, sinon tu dégages. Non, je suis quelqu'un de bienveillant, donc je suis pas. Voilà, c'est un jeu, faut que ça reste un jeu. J'ai fait des grosses parties de jeux de rôle quand j'étais jeune, que j'avais des cheveux et que j'étais beau. Et on a fait effectivement des parties mémorables sur des week-ends entiers, etc. Donc ça oui, c'est. Et dans le jeu de rôle même, je sais pas, comme ça, brûle pour point, je pourrais pas te dire. Non, parce que déjà on n'a jamais joué chaotique mauvais au niveau médiéval. Quand on jouait du Donjon et Dragon, on n'allait pas dans les extrêmes comme ça. C'était réservé aux meneurs de jeu. Les chaotiques mauvais, c'était pas réservé aux joueurs. Donc on n'avait pas ce problème-là, et puis on n'avait pas forcément des joueurs qui avaient envie de jouer des chaotiques mauvais. Dans un monde où effectivement, si tu as une cohérence avec un monde, quand tu arrives dans une ville où il faut respecter l'ordre et la loi et que tu as un chaotique mauvais qui commence à foutre le bordel, très rapidement ça peut
son personnage peut très rapidement se retrouver dans les geôles, quoi. Donc après, faut être cohérent, effectivement, comme tu disais, avec l'univers dans lequel tu proposes à tes joueurs d'être immergés, etc. Mais non, nous, on a... Alors, je sais qu'il y a un de mes joueurs a tenté de faire une campagne chaotique mauvais. Donc, il jouait effectivement le contraire des loyal bons, en jouant des orques, en jouant des gobelins, etc. Mais généralement, ça se passe très mal et sa campagne, il a fait trois scénars, quoi. Donc voilà. Après, c'était dans les années 90. Donc bon, on était jeunes et fous et on buvait du Sprite. Alors. Mais voilà. Donc j'ai pas. Moi, j'ai pas cette notion. Alors, il y a des jeux qui se prêtent à jouer dans des univers où tu joues des mauvais, etc., des pourritures, etc. Mais enfin, moi, c'est pas mon style de jeu du tout. Ouais, mais non, parce que les personnages jetables, quand t'es en campagne, les joueurs ils s'y intéressent beaucoup moins. Et comme ils savent que c'est du jetable, ils s'en foutent, quoi. Donc du coup, il y a pas d'implication émotionnelle dans le jeu et dans leurs personnages. Pour les masques, je l'ai fait en mode pulp parce que si j'avais pas fait ça en mode pulp, déjà quand tu es en mode pulp, tu as le double des points de vie. Je pense que rapidement, ils auraient dû faire une sélection de personnages à créer derrière pour finir la campagne, chose que je voulais me refuser parce que c'est compliqué quand tu es en campagne, surtout sur ce genre de campagne où tu as un temps de jeu à peu près équivalent à 1h30, 2 heures en virtuel. C'est pas comme autour d'une table où tu peux jouer 8 heures ou 12 heures. Là, c'est du virtuel, on joue que 2 heures. Donc ma campagne, je la terminerai pas avant 5 ans. Ça, je le sais. Donc du coup, j'avais pas non plus envie que mes personnages, tous les scénarios ou tous les 10 scénarios meurent parce que il y a des moments effectivement très tendus dans le jeu où ça tire de partout, où tu as des grosses bestioles qui arrivent, etc. Et je voulais pas non plus à chaque fin de séance de bien les gars. Lundi prochain, c'est séance de création de personnages parce qu'il y a eu TPK, quoi. Puis après, pour remettre le lien entre les gens qui sont que s'il y a un TPK dans le groupe, t'es obligé de refaire les réimpliquer dans l'histoire, c'est super compliqué. C'est très compliqué. Donc moi, quand je leur ai dit, je dis écoutez, quand j'ai fait ma petite session de création de personnage, je dis vous me mettez un personnage avec qui vous correspondez, vous écrivez, vous écrivez des lettres, vous racontez votre vie, c'est votre meilleur ami, etc. Et si vous disparaissez, ce sera la première personne qui ira vous rechercher parce qu'il n'y a plus de contact en correspondance, etc. Et elle sera ce qu'a fait la personne, puisqu'elle aura eu une correspondance avec elle. Donc déjà, voilà, c'est le fil, le lien qui maintient le joueur avec le premier personnage, en gros, quoi, qu'il va intégrer. Et s'il meurt, il y aura le deuxième. Après, le troisième, j'espère pas, parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Tout simplement parce que c'est une aide supplémentaire au joueur. Donc, quand déjà tu as 4-5 personnes autour de ta table, rajouter ton personnage à toi, ça crée une espèce de lourdeur, en fait. Et en plus, en tant que meneur de jeu, moi, j'ai autre chose à foutre que jouer un personnage. J'en joue déjà beaucoup. J'ai toute une panel de personnages que je peux, en tant que PNJ, interpréter, etc. Donc moi, je m'éclate plus dans l'interprétation de plusieurs PNJ qu'il va rencontrer, en faisant des accents, en faisant des gestes, quand on joue avec les cams, etc. Qu'au final, je jouais mon propre personnage que j'aurais créé, etc. et que j'aurais intégré au groupe. Non. Non.
Ouais. Après, ça peut être une solution, effectivement, pour les groupes petits, c'est-à-dire que tu as que 2 joueurs et puis tu veux une tierce personne pour. Oui, c'est possible, mais c'est plus. Enfin, tu peux très bien le faire avec un PNJ qui s'intègre à un groupe, tu vois. Tu n'es pas obligé de le faire avec le personnage que toi tu as créé, que tu vas jouer, etc. Enfin, c'est pas forcément utile puisque tu peux de toute façon intégrer des PNJ à tes phases à tes scènes, à ta campagne, voilà, le majordome qui va suivre son maître, etc. Tu vois, enfin, il y a beaucoup d'alternatives finalement pour contrecarrer ce type de commande de jeu, quoi. Enfin, moi, je suis pas un adepte en tout cas. Et tous les meneurs de jeu avec qui j'avais discuté, alors nous on n'appelait pas ça des PMJ, mais c'était le personnage qu'on avait créé, que l'on intégrait, qui évoluait en même temps que les autres, c'est-à-dire qu'il prenait des niveaux, etc. Voilà, mais ça a jamais bien marché en fait. Et tous les meneurs de jeu avec qui j'ai pu discuter de ça, c'est pas forcément une bonne solution en fait.